Et Jean-Paul Ricard, bonjour. Bonjour. Alors j'ai beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que vous êtes franc-maçon, moi je suis pas franc-maçon, j'ai le plaisir de discuter avec vous et vous intervenez sur TVA Gris à visage découvert, je vous en remercie tout d'abord. Alors effectivement, il y a un fait qui à mon avis est historique, c'est la franc-maçonnerie jusqu'à présent était plutôt considérée comme citadine de façon historique, c'est les bâtisseurs, c'est peut-être plus facile de se rencontrer en ville qu'à la campagne et pourtant le 26 juin 2014 a été créée en fait une fraternelle, la fraternelle de l'agriculture, vous nous en direz plus, et s'est déroulé donc ce premier conseil d'administration, donc le jeudi 26 juin. Pourquoi avoir créé une fraternelle de l'agriculture ? C'est une longue histoire, ou plutôt disons une longue réflexion a précédé effectivement la possibilité de la création de cette fraternelle. Bon, d'abord il faut savoir ce qu'est une fraternelle, donc c'est la réunion de francs-maçons, toute obédience confondue, qui décident de se rencontrer en dehors de leur lieu de travail privilégié, qui est évidemment la loge maçonnique, en dehors, de façon à aborder, avec évidemment l'optique particulière qui est la nôtre, c'est-à-dire plutôt sur le plan philosophique et éthique, les problèmes d'une profession donnée. Ce qui peut être utile à chacun d'entre eux et ce qui peut être aussi utile d'une façon générale à l'ensemble d'une profession, à l'évolution d'une profession dans le cadre de la société et tous les problèmes qui peuvent se poser donc à cette profession. Alors donc des fraternelles, il en existe, on a assez grand nombre. La plupart du temps, effectivement, liés aux différents métiers, à différentes professions. Il en existe aussi sur le plan géographique, avec un objectif plus convivial. Mais il n'y avait pas de fraternelle de l'agriculture. Et pourquoi il n'y a pas eu plus tôt la naissance d'une fraternelle de l'agriculture? Je crois que c'est lié à cette spécificité de la dispersion. Donc sur le territoire, vous avez souligné à juste titre que la franc-maçonnerie était plutôt urbaine. C'est logique, bien entendu, puisque elle se développe, elle naît et se développe là où il y a une concentration de personnes, c'est-à-dire plus facilement dans les villes. Et effectivement, le monde agricole, à cause de cette dispersion géographique, a peut-être été moins pénétré par les idées que véhicule la franc-maçonnerie. Mais il n'empêche que dans le milieu professionnel agricole, et le milieu de l'agro-industrie, il y a effectivement des formations comme dans tout milieu, et qu'il nous a semblé, à un certain nombre d'entre nous, intéressant de mener donc une réflexion à l'instar de ce qui se passe dans d'autres professions. Alors dites-moi si je fais erreur, arrêtez-moi, mais je crois que effectivement, lorsqu'on est franc-maçon, l'objectif c'est quand même une réflexion a priori, c'est des débats, c'est d'échanger. Vous avez un certain nombre de rituels, par exemple, vous laissez à l'entrée de la loge maçonnique un peu tout ce qui peut être facteur de différenciation. Et il y a notamment l'écoute de l'autre. Quels sont les sujets que vous allez aborder dans le cadre de cette fraternelle? Alors, ce seront des sujets qui seront différents de ceux que nous pouvons aborder dans la loge maçonnique. Puisque dans la loge maçonnique, la réflexion est une réflexion générale. On peut évidemment parler de sujets de société, on peut aborder les problèmes du temps, bien entendu, mais on les aborde toujours sous un angle très spécifique, qui est effectivement cet angle éthique que j'évoquais tout à l'heure. À partir du moment où entre nous nous réunissons parce que nous appartenons à la même profession, il va s'agir bien sûr de voir comment notre réflexion peut s'appliquer aux problèmes spécifiques qui sont posés à cette profession. Or, le monde agricole est un monde qui s'inscrit de façon permanente à la fois dans la tradition et dans le progrès. En tout cas, c'est la vision qu'on en a, et en ce sens, c'est très proche, effectivement, de la franc-maçonnerie, qui est à la fois une société de tradition et une société qui œuvre pour le progrès. Donc, dans les problèmes qui se posent au monde agricole, à la charnière, effectivement, de la tradition et du progrès, se posent souvent aussi en termes éthiques. Et c'est particulièrement aigu donc en ce moment, à cause de toute une série de phénomènes, comme par exemple le réchauffement climatique, comme par exemple tous les problèmes environnementaux, etc., etc. Alors, quand on voit par exemple qu'un débat tel que celui sur les OGM est un débat qui, à l'origine, est un débat purement scientifique et qui a sa traduction, bien entendu, technique, mais qui petit à petit, au cours des années qui s'écoulent, on l'a vu, se transforme en débat idéologique, où est la réflexion fondamentale éthique sur ce problème-là? Elle n'existe pas. Et nous, je crois que nous pouvons la mener.
Ça ne veut pas dire qu'évidemment qu'on va apporter des solutions ou qu'on va trouver ou qu'on va se positionner en disant c'est bien ou c'est pas bien. C'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est dans le débat d'insuffler une réflexion d'un caractère particulier qui va permettre à tous ceux qui œuvrent dans ce secteur d'activité, voire au-delà, qui va leur permettre effectivement d'affiner leur réflexion et de poser les problèmes dans les termes véritables et non pas dans les termes qui sont faussés par l'idéologie. Qui seront les membres de cette fraternelle et puis comment on peut éventuellement rejoindre cette fraternelle ? Alors pour la rejoindre, déjà la première chose, c'est qu'il faut être franc-maçon. Ça, voilà. Ensuite, toutes les obédiences maçonniques ont des systèmes de communication interne, un petit bulletin, etc. Ce qui fait que la fraternelle de l'agriculture sera annoncée effectivement dès lors que toute la procédure administrative sera achevée, qui est une procédure assez longue parce que la fraternelle existe actuellement en tant qu'association de loi de 1901 comme n'importe quelle association, avec ses statuts, son règlement intérieur, son conseil d'administration, etc. Mais une fraternelle doit aussi s'inscrire dans une fédération des cercles européens des fraternelles qui a posé une charte éthique qui a été adoptée par toutes les obédiences françaises. Enfin, par les principales obédiences françaises. Et donc là, il y a une procédure complémentaire, une fois la fraternelle déclarée officiellement, pour s'inscrire dans le cadre de cette fédération. Et dès que ça sera fait, effectivement, donc les francs-maçons des diverses obédiences seront donc informés, et ceux qui en ont l'envie, ceux qui souhaitent évidemment partager cette réflexion avec nous, comme je l'ai défini tout à l'heure, et bien à ce moment-là pourront nous rejoindre, voilà, et comme dans n'importe quelle association, il y aura une cotisation, une assemblée générale annuelle, des réunions de conseil d'administration, etc. Et puis les actions que nous mènerons. Et un site internet avec un code. Et un site internet qui est, enfin, pour l'instant, c'est pas un véritable site internet, c'est simplement une fenêtre qui permet donc aux francs-maçons qui, grâce à un code, pourront entrer à l'intérieur du site, qui pourront leur permettre de nous contacter pour l'adhésion. Évidemment, à terme, le site internet va être développé, comme c'est de tradition maintenant, pour toute activité, quelle qu'elle soit. Alors, je suis pas franc-maçon, mais vu de l'extérieur, on peut être troublé des fois un peu, parce que effectivement, est-ce que vous avez un dieu ou pas ? Pourquoi vous avez des rituels aussi importants ? Alors, on va commencer par les rituels, parce que c'est une question essentielle et primordiale. J'évoquais tout à l'heure le fait que nous étions une société de tradition. Oui, effectivement, la franc-maçonnerie, sous sa forme contemporaine, moderne, qu'on appelle la franc-maçonnerie spéculative, par rapport à la franc-maçonnerie opérative, qui étaient les corporations de maçons telles qu'elles existaient au Moyen-Âge et à la Renaissance. Donc cette franc-maçonnerie est née au début du XVIIIe siècle. Il y a un acte de naissance officiel, donc en 1723, avec les constitutions qui ont posé les bases de cette franc-maçonnerie moderne, qui sont les constitutions Anderson, du nom d'un pasteur anglais, qui les a rédigées. Et donc cette franc-maçonnerie moderne puise dans, je vous le disais, la tradition. En fait, si on regarde bien, ces traditions, il y en a plusieurs. Il y a donc une espèce de synthèse qui a été faite donc au ce début du XVIIIe siècle. Il y a effectivement la tradition des métiers, celle des bâtisseurs de cathédrales, dont nous avons récupéré, entre guillemets, la plupart les rituels de base, ou disons plutôt, nous nous sommes inspirés de leurs rituels pour les rituels de base. Quand je dis nous, c'est comme si je m'associais à Pasteur Anderson, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc il y a premièrement cette tradition opérative qui est une tradition de métier. Il y a deuxièmement une tradition chevaleresque, c'est une tradition symbolique. On a souvent associé les Templiers et les francs-maçons. Il n'y a pas de lien historique, ou s'il en existe, ils ne sont pas connus. Et si jamais il y en avait, je pense qu'il serait extrêmement ténu. Mais intellectuellement, il y avait dans la démarche chevaleresque, indépendamment des problèmes spécifiques liés à l'histoire, des types de comportements dont on peut s'inspirer. C'est pas pour rien que le mot chevaleresque signifie ce qu'il signifie dans le langage courant. Ensuite, il y a une autre tradition qui est une tradition, j'allais dire scientifique, mais pas au sens du savant,
qui travaille, mais au sens de celui qui réfléchit. Il y a un ésotérisme de la science, comme il y a un ésotérisme des religions, des philosophes, etc. Et cette tradition, c'est la tradition alchimique, parce que les alchimistes avaient une vision de la science qui passait par la construction d'un système symbolique. Voilà. Et puis il y a une dernière tradition, une quatrième, qui n'en est pas une vraiment, qui est un esprit, c'est l'esprit du siècle des Lumières. Et en fait, c'est tout ça qui a inspiré la maçonnerie. Mais vous voyez l'importance des rituels avec la tradition impérative, la tradition chevaleresque et la tradition alchimique. Donc ça, ces rituels, nous les avons conservés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une fonction. Et cette fonction, c'est celle qui consiste à faire en sorte que lorsque nous sommes à l'intérieur de la loge maçonnique, nous sommes en quelque sorte reconditionnés. C'est-à-dire que le rituel a pour objectif de nous débarrasser de nos conditionnements et de nos préjugés pour que nous nous présentions un peu comme des hommes neufs, c'est très prétentieux, mais voilà, et que nous puissions donc être accessibles à de nouvelles formes de connaissances, soit par notre propre réflexion, soit avec l'aide de la réflexion de nos frères, puisque notre travail essentiel consiste à écouter quelqu'un et à lui poser des questions, etc. Et ça a un rythme qui est assez effréné, parce que c'est 2 fois par mois en général. Donc quand on met ça sur toute une vie, ça fait beaucoup de réunions. Pour vous donner juste un exemple sur les rituels, un exemple très très simple. Vous aurez remarqué quand vous allez au théâtre que dans la salle, les lumières sont allumées et tout le monde bavarde. Il y a même des gens qui se retournent, il y en a qui toussent, etc. Enfin, il y en a qui se grattent, il y en a qui lisent leur journal, etc. Et puis tout d'un coup, il y a les coups qui sont portés pour annoncer donc l'ouverture et qui se terminent par les fameux 3 coups. Et en même temps, la lumière s'éteint. Alors les 3 coups et l'extinction de la lumière, c'est un rituel. Et qu'est-ce qui se passe ? Immédiatement, les gens se mettent en position de réception de la pièce qu'ils vont voir, le rideau s'ouvre, ça fait aussi partie du rituel, le silence se fait immédiatement, l'écoute devient très attentive. Ben voilà, si vous voulez, ce genre de phénomène auquel un rituel contribue. Voilà. Donc, c'est pour ça on a besoin des rituels. Alors, écoute attentive, puisqu'on ne se coupe d'ailleurs jamais la parole, je crois, lors de ces débats. Et concernant Dieu, vous avez un Dieu ou pas ? La notion de Dieu s'est posée dès les constitutions d'Anderson de 1723. Anderson était un Anglais, donc dans un monde anglican, et non pas dans le monde catholique. Alors, c'est une chose qui est assez importante, parce que s'est développée effectivement donc en Angleterre une conception de Dieu qui est assez qui est un peu éloignée quand même de notre tradition catholique. Et Anderson, qui avait très bien pigé ça, a dit, j'essaie de citer de mémoire, si des francs-maçons m'écoutent, je m'excuse auprès d'eux, il dit que le franc-maçon ne doit pas être un athée stupide ni un libertin irreligieux, et qu'il lui suffit, il dit pas ça, mais enfin, comment ça veut dire, en fait, de croire en cette religion universelle qui dit que tous les hommes sont frères. Donc cette idée de religion universelle est l'idée qu'il existe des lois universelles qui doivent déterminer les principes moraux qui font que nous pouvons vivre en tant qu'êtres humains dans le cadre d'une société. Et ça, c'était une conception qui était bien entendu très proche de celle des philosophes du siècle des Lumières, et il y avait un mouvement équivalent bien entendu donc en Grande-Bretagne. Newton parlait, je crois que c'est Newton qui parlait de grand horloger de la nature, Voltaire avait une formule donc assez semblable, et les francs-maçons ont adopté la formule du grand architecte de l'univers. Et cette formule du grand architecte de l'univers, c'est une formule qui peut effectivement être considérée comme le dieu des religions par ceux qui sont les adeptes d'une religion, mais qui s'exprime non pas en tant que Dieu, mais en tant que principe créateur ou ordonnateur selon le cas, qui fait que des lois naturelles ou morales s'imposent à nous. Et il se trouve que dans le grand débat qui a agité le 19e siècle, monarchie, république, État religieux ou État laïque, les francs-maçons ont pris
avec une certaine majorité, position pour la République contre la monarchie et pour la laïcité contre l'État religieux. Ce qui fait que ça a créé deux courants. Un courant assez fortement représenté qui n'a pas voulu conserver le concept de grand architecte de l'univers parce que justement il pouvait être assimilé par certains donc à Dieu et qui l'a supprimé de ses rituels, et un autre courant qui l'a conservé en renforçant sa valeur symbolique et par là même donc sa valeur universelle. C'est les deux grandes obédiences en fait, avec d'un côté le Grand Orient et d'autre côté la Grande Loge. Voilà, il y a d'autres obédiences effectivement, donc elles sont nombreuses, mais effectivement encore que c'est surtout un problème de rite, quoi. Donc ça s'est traduit par des rites différents, le rite français étant effectivement donc beaucoup plus développé donc au sein du Grand Orient de France. Dans l'absolu, on peut être catholique ou musulman et aussi appartenir à une loge maçonnique ? Bien sûr, oui, bien sûr, on peut être religieux ou pas, voilà, à condition de ne pas être un athée stupide ni un libertin irreligieux. Comprendre libertin au sens donc du XVIIIe siècle, c'est-à-dire dépourvu de morale. Alors, on revient à la fraternelle. Concrètement, vous espérez avoir combien d'adhérents, enfin je ne sais pas comment vous appelez, dans le cadre de cette association ? Alors ça, c'est extrêmement difficile de prévoir, tout simplement parce que nous ne disposons pas des références professionnelles des membres de la franc-maçonnerie. Nous savons qu'un tel est avocat, qu'un tel est enseignant, qu'un tel est contremaître, qu'un tel est directeur des ressources humaines, etc. Mais nous ne savons pas dans quelle entreprise, ni où, ni quoi, etc. Voilà, donc la démarche va se faire à partir du moment où les gens vont être au courant et vont venir spontanément s'inscrire. Donc j'espère que de nombreux francs-maçons qui œuvrent dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-industrie seront effectivement tentés par notre démarche et viendront nous inscrire. Donc pour l'instant nous sommes peu nombreux parce que nous sommes au démarrage et puis que l'information n'a pas été diffusée largement. Et puis aussi il y a ce fait que on l'évoquait au début de cet entretien, il y a le fait de la dispersion géographique. Et donc la fraternelle se crée actuellement avec des membres qui peuvent se réunir facilement parce qu'ils sont pour l'instant tous parisiens. Nous n'avons pour l'instant au conseil d'administration qu'un seul membre qui vient de province. Donc les provinciaux vont plus hésiter évidemment à participer à une fraternelle dont ils ne vont pas bénéficier immédiatement donc des bienfaits si les réunions se tiennent à Paris. Donc nous avons le projet au fur et à mesure de notre développement de nous déplacer en province à l'occasion des grands événements agricoles, je pense au SPACE, à la foire de Châlons, des choses comme ça, et de profiter de ces manifestations qui recueillent beaucoup de professionnels pour effectivement réunir les professionnels maçons qui seront inscrits à la fraternelle, voire de créer des antennes effectivement donc provinciales. Alors potentiellement, bon, la petite analyse succincte qu'on a faite nous permet de donner un chiffre d'environ 2000. Dans la réalité, je suis incapable de dire combien la fraternelle... on ne s'est pas fixé un objectif de chiffre, si vous voulez, pour l'instant. Voilà, ce qu'on sait simplement, c'est qu'on a ce potentiel. Toute dernière question, vous savez que quand on pense franc-maçonnerie, on pense réseau d'influence. Est-ce que aujourd'hui devenir franc-maçon, c'est aussi une façon d'agrandir son réseau, de pouvoir rencontrer des gens influents ? Ah ben, refaisons encore référence aux constitutions d'Anderson. Anderson écrit que l'objectif de la maçonnerie est l'amélioration de l'humanité par l'amélioration de l'homme. Bon, ça paraît extrêmement ambitieux et extrêmement prétentieux. Mais c'est une conviction. Et ce qui est intéressant pour chaque franc-maçon, c'est que, puisque ça comporte le volet amélioration de l'homme, c'est vrai que ça comporte notre propre amélioration. On ne peut pas ne pas s'améliorer quand de façon régulière on est en permanence au contact de gens extrêmement différents et qu'on est d'accord pour ouvrir ensemble un dialogue fructueux. Donc il y a effectivement cette notion. Alors maintenant, comment ça va se traduire pour effectivement l'amélioration de l'humanité? Alors ça, c'est une autre paire de manches. Bon, il est clair que le fait de créer une fraternelle de l'agriculture et de réunir effectivement les professionnels pour discuter dans les conditions que j'ai expliquées tout à l'heure, c'est effectivement avec l'espoir que ça va avoir une influence positive, bien entendu. Alors maintenant, si on considère votre question sous l'angle
du réseau où l'interconnexion des membres permet d'obtenir un certain nombre d'avantages, etc., là, ça se passera comme ça a pu se passer ailleurs, où on se plantera parce qu'on n'est pas bon pour ça, quoi. Malgré tout ce qu'on en dit, les tentatives que nous avons faites, par exemple, pour aider nos frères dans le domaine du monde du travail, ceux qui étaient en privation d'emploi, et pour les aider à trouver du travail, ont été un échec parce que les réseaux professionnels stricts sont plus efficaces, bien entendu, que les réseaux maçonniques, dont c'est pas l'objectif fondamental, malgré ce qu'on peut en croire en lisant certains journaux. Voilà. C'est vrai qu'il faudrait assister à des heures et des heures de débat. Alors si c'est pour chercher du boulot simplement, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Il y a des sites internet pour cela. Absolument. Jean-Paul Ricard, merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.